Espace TV, le Newsweek. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information qu'on appelle chez nous le Newsweek. Au sommaire, fin du Ramadan en Guinée et célébration de l'Aïd el-Fitr par les fidèles musulmans. Les mosquées du pays ont été prises d'assaut pour clôturer 29 jours de jeûne et de pénitence. Notre reporter est allé à Sékou Touré et d'autres sont allés à Faïsal et dans plusieurs autres lieux de prière. Les greffiers de Guinée poursuivent leur grève déclenchée depuis le 8 juin dernier. Les cours et tribunaux sont restés paralysés. Le ministre est allé fort. Cette semaine, il a suspendu 5 meneurs de ce mot d'ordre de grève. Le pont de Kansoya est en reconstruction et la traversée n'est plus aisée pour les usagers. Pour se déplacer entre ce district et le kilomètre 36, il faudra emprunter des pirogues avec tous les risques que cela peut entraîner. Vous suivrez un grand format réalisé par Mamadou Saliouba dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'Aïd el-Fitr a été célébré vendredi à travers tout le pays. Les fidèles musulmans ont ainsi bouclé un mois de pénitence appelé le Ramadan. Des prières ont été organisées dans les mosquées sur plusieurs places publiques. Au palais présidentiel, le président de la République et des membres de son gouvernement se sont acquittés de leurs devoirs religieux sous la conduite du premier imam de la grande mosquée de Faïsal, Macky Sall Lamine Silla. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamida. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Ili bore to fe kanara ina makafo ma wakana. Afala baade na murabam. Tondi inu akasabira khibusu sama tidaya ina han tondi kelaro. L'Aïd el-Moubarak, placé sous le signe de la paix, la culture de l'amour entre les Guinéens, c'est ce qui ressort du sermon du premier imam de la mosquée Faïsal que je vous propose d'écouter. Tout parti politique nous appartient en tant que chef religieux. À partir du combat politique par UFDC, un combattant UFDC, le 14h, il vient chez moi. Et s'est dit, voilà, là, Amina, c'est mon parti. Donc, c'est le petit parti devant notre parti. Notre parti qui est vrai parti, qui n'autorise aucun membre de tuer un autre, de voler un autre, de faire mal à un autre. Nous allons à présent écouter le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, qui vient à peine de sortir du palais présidentiel. La chose la plus chère à tous, c'est la paix. Si nous conservons la paix sociale, nous nous donnons la main pour l'unité nationale. Les souffrances d'aujourd'hui seront oubliées très vite. Parce que le projet de société que j'essaie de mettre en œuvre, le projet de société du professeur Alpha Condé, est un projet qui repose sur une vision d'une Guinée prospère avant longtemps. Monsieur le ministre, le dialogue social est placé en tout cas en bonne partie dans votre programme. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout sera fait, absolument tout, pour que les conflits éventuels se résolvent sous l'arbre à palabres. Que les Guinéens se donnent la main pour résoudre les problèmes par la voie du dialogue et renoncer définitivement à la violence qui n'aide personne. Juste après le sermon du premier imam Eladj Mamad Saliou Kamara de la mosquée Faïsal, c'est le président Alpha Condé qui a pris quelques secondes pour s'adresser aux Guinéens. Que celui qui vient de donner notre grand imam, le fait que si nous sommes des musulmans, nous devons éviter de nous faire du mal, nous devons éviter de casser les biens des autres, nous devons éviter de faire tuer des gens. Il a dit aussi, malheureusement, je suis parti à la Oumane avec Alaïs Kamara, qui a été pendant des années le président du bureau des sages, et Dieu l'a prié à Casablanca que Dieu son âme. Je pense que donc si nous tous nous écoutons le serment que l'imam vient de faire, que la Guinée pourra faire sa marche en avant. Je ne peux pas dire mieux que ce que l'imam vient de dire. Et c'est avec ces mots du président Alpha Condé que nous quittons l'esplanade de Sékou Touré, le palais présidentiel.
À la grande mosquée Faisal, la prière à 7 eut lieu, mais dans des conditions assez difficiles. Et pour cause, l'état de la plus grande mosquée du pays laisse à désirer. Les fissures sur les murs sont nettement visibles. Les piliers également sont mal en point. Le toit du bâtiment est perforé. Bref, la mosquée Faisal est malade. N'est-ce pas Mamadou Kalisso et Lamine Silla qui ont fait le constat? Ce vendredi matin, Faisal, la plus grande mosquée de la Guinée, refoulée du monde. Hommes politiques, acteurs de la société civile, s'y sont donné rendez-vous pour célébrer la fête de Ramadan. Derrière cette forte mobilisation, une réalité sombre. L'édifice est dans un état de délabrement poussé, ce depuis plusieurs années. À l'intérieur, des fissures sont visibles partout sur les murs et les piliers. À l'arrière-plan, les tapis sont rangés pour éviter sans doute qu'ils se mouillent. Des fidèles prient à même le sol. La Guinée regorge de près de 80% ou 95% de musulmans. Cela signifie que les lieux de culte devaient être des lieux de référence. Donc c'est à mon avis le cœur très serré, avec le cœur très serré que je vois justement, le cœur meurtri, que je vois notre grande mosquée justement baignée dans une situation de désastre, n'est-ce pas, aux grandes dames de tous les Guinéens, parce qu'au-delà même de l'État, il y a des Guinéens qui sont très riches, qui peuvent faire beaucoup de choses. Dans la cour, des flaques d'eau et de la boue. Difficile de se frayer un chemin. L'ancien Premier ministre, interpellé sur cette triste réalité, esquisse nos questions. Monsieur le ministre, un commentaire sur l'état de dégradation de notre mosquée. Ça fait près de 2 ans. Écoutez, ça c'est... Évidemment, ça fait quand même... Oui, mais ce n'est plus... Un commentaire. Non. La capitale, écoutez, il y a le ministre, il y a le secrétaire général aux affaires religieuses qui pourra vous en parler. Merci. À côté de ces mares d'eau, des mendiants sont installés ça et là. Ils sollicitent l'aumône auprès des croyants. Même les enfants ne sont pas épargnés par cette mendicité à grande échelle. Pourtant, nous sommes au mois de juin, un mois dédié à la promotion et à la protection des droits des tout-petits. La Coupe du Monde Russie 2018 a débuté le jeudi 14 juin dernier à travers une cérémonie haute en couleurs. Les grands décideurs du monde étaient présents, y compris les leaders régionaux, à l'image du Premier ministre libanais, le président rwandais, mais aussi, entre autres, le président de l'Assemblée populaire suprême nord-coréenne et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Pour le match d'ouverture qui a opposé la Russie, le pays hôte, à l'Arabie Saoudite, il n'y a vraiment pas eu de surprise. Les Russes l'ont emporté sur un score à la soviétique de 5-0. Et puis cette question, la Guinée a-t-elle voté pour les États-Unis au détriment du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 sur la base des résultats du vote des différentes fédérations publiées par la FIFA? Eh bien, la République de Guinée a bel et bien voté pour le trio nord-américain contre le royaume chérifien. Faux, a rétorqué le président de la Fédération guinéenne de football, Fegifoot. Antonio Souari, ambassadeur de la candidature du Maroc, parle d'erreurs de manipulation électronique lors du scrutin. La toile s'est enflammée sur cette question. De nombreux internautes et amoureux du cuiron fustigent le choix du représentant guinéen Mamadou Boy Diallo, a tendu son micro à des journalistes sportifs qui donnent leur avis. Suivez. Le trio États-Unis, Canada et Mexique est choisi par la FIFA à l'issue d'un vote pour organiser la Coupe du Monde 2026. Au lendemain de ce vote historique, une polémique a enflammé la toile. La Guinée n'aurait pas voté pour le Maroc, pour qui elle a pourtant battu campagne. Alors, pour être situé, nous avons interrogé des spécialistes sportifs qui donnent leur lecture des faits. Sega Diallo soutient la version de l'instance dirigeante du football guinéen. Le vote a été fait pour le Maroc. Malheureusement, ce vote a été comptabilisé sur la candidature de United 26. Pourquoi? Peut-être pour des défaillances techniques. Il faudra voir. On ne peut pas être catégorique. Mais la déclaration officielle, et si on s'en tient à elle, la Guinée était et a voté pour le Maroc. Amadou Djoulde Diallo, historien et journaliste sportif, tient en main le rapport de vote de la FIFA. En bleu, les pays qui ont voté pour le Maroc et en blanc pour le trio nord-américain. Pour lui, il n'y a pas de doute, le rapport du vote indique que la Guinée n'a pas voté pour le Maroc. Le rapport de la FIFA
qui indique les pays qui ont voté. Vous voyez ici, Guinée, c'est mis United. Tous les passages en bleu, c'est ceux qui ont voté pour le Maroc. Et les autres passages que vous voyez clairs, c'est ceux qui ont voté pour United. Ça, c'est le document sorti par la FIFA après l'élection. L'affaire fait grand bruit à tel point que le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, est sorti de son silence, affirmant que la Guinée a bel et bien choisi le Maroc. Mais plus loin, il met en avant une défaillance technique. Cette sortie ne rassure pas l'opinion publique. Qu'en est-il réellement? Il faudra faire l'audit du dispositif technique pour que l'on puisse avoir une idée exacte de ce qui s'est passé. La thèse d'une défaillance technique ne colle pas, estime le président de l'Association des journalistes sportifs africains. La technique est la thèse, mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce qu'on a envoyé des mails à tout le monde pour expliquer le nouveau modèle de vote. Quoi qu'il en soit, le Maroc perd pour la 5e fois l'espoir d'organiser la fête mondiale du ballon rond. 5 ministres du gouvernement, de nombreux chefs de quartier et secteurs entendent partir en guerre contre les ordures dans la capitale guinéenne. Appuyé par les associations des femmes balayeuses, le gouvernorat de la ville de Conakry, en tête de peloton dans ce combat, a annoncé que l'État pourrait bénéficier d'un appui important de l'Union européenne pour l'exécution de ce plan d'urgence. Mamadou Sadio Baldé et Amara Alexila pour le reportage. Pour une exécution efficace du plan d'urgence lancé par le président de la République, le général Mathurin Bangoura a réuni 5 ministres qui interviennent directement dans ce projet. Ils sont venus donc échanger avec les élus locaux afin de débarrasser Conakry des immondices. Dans un premier temps, environ 13 000 jeunes seront impliqués pour cette phase d'urgence. Cette mesure d'urgence sera appliquée pour 1 mois, mais la pérennisation qui nous concerne tous, que nous voulons tous, ne peut se faire qu'avec l'implication effective des collectivités à la base, notamment des chefs de quartier, des chefs secteurs, et la mobilisation des femmes dans les lieux comme les marchés, pour qu'elles aussi elles puissent se mettre dans la dynamique pour que d'ici 1 mois, on puisse débarrasser Conakry de tous ces immondices que nous constatons un peu partout. Le ministre de l'Information et de la Communication lance un appel tout aussi urgent. Dans chaque foyer, dans chaque quartier, les gens prennent conscience du danger qu'il y a à polluer notre environnement par les ordures ménagères. Cela va accroître le risque de maladies. Les chefs de quartier et responsables de jeunesse trouvent inappropriées toutes les solutions prises jusque-là visant à assainir la ville. Ils l'ont exprimé de vive voix en faisant entendre leurs propositions. On rentre dans les bureaux, on rentre par là, on sort de l'autre côté parce qu'ils ont entendu le problème d'argent. La solution, c'est dans les quartiers. On a des jeunes là-bas, on a des femmes là-bas. La solution, c'est là-bas. Vous prenez les jeunes ailleurs, ils viennent nettoyer les fosses et après ils passent, qui va faire le suivi après? Mais quand vous identifiez les jeunes dans leur propre quartier, c'est eux qui connaissent mieux les points noirs par secteur et par quartier. L'Union européenne va financer ce projet du plan d'urgence. En attendant, les associations de femmes balayeuses, elles aussi, ont exprimé leur cri de cœur. Les réclamations formulées, les pistes de solutions mises sur table seront étudiées par les différents ministres. En fonction de leur domaine de compétences, ils apporteront des réponses appropriées. Il faut rappeler pour compléter cet élément que le gouvernement décide que chaque dernier dimanche du mois, les populations s'occupent de l'assainissement de leur quartier. Le ministre de la Communication a rencontré les associations de presse. Amara Somparé a exprimé sa volonté de mettre en place le code des médias qui va réglementer le secteur. Il a également fait part de son désir de renforcer les capacités des hommes de médias. Les représentants des différentes associations de presse ont quant à eux sollicité un siège digne du rang de la presse dans un pays démocratique. En outre, ces hommes de médias ont plaidé pour un accès libre des journalistes aux différentes sources d'information, notamment celles gouvernementales. Al-Seni Bari, Yacouba Traoré. C'est une première depuis 2 ans qu'un ministre de la Communication rencontre les associations de presse. Au cours des échanges, Amara Somparé a invité ces associations de presse à la création d'un cadre de concertation qui va plancher sur les difficultés et les besoins de la presse. Il envisage aussi mettre en place le code de la presse
qui va régir le fonctionnement des médias. C'est de faire évoluer, de mettre à jour l'ensemble des textes qui régissent la profession, de les harmoniser et de les consolider à l'intérieur d'un seul document. Pour que quand un journaliste embrasse le métier qu'il aime, celui de journaliste justement, qu'il puisse trouver dans un seul document tous les textes qui réglementent sa profession. Parce que très souvent, par ignorance, par méconnaissance ou parfois par difficulté d'accès à l'information, comme vous l'avez rappelé, certaines personnes de votre métier n'ont pas accès à tous les textes qui régissent leur profession. On va essayer aujourd'hui de mettre un terme à ce problème. Les hommes de médias saluent cette initiative du nouveau ministre de la Communication. Cependant, ils sollicitent la construction d'un espace digne de nom pour les médias, l'accompagnement du ministère de la Communication pour la mise en place d'une convention collective. Les doléances ont été posées, c'est surtout de nous aider pour avoir une maison de la presse digne de nom dans ces pays, mais aussi et surtout c'est pour aider la presse privée à avoir une convention collective nous permettant d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Le nouveau ministre a promis qu'il va mettre à la disposition de la commission technique qui est en train de travailler, c'est-à-dire les doyens, soit son cabinet, pour essayer de nous accompagner. Multiplier les séances de formation, faciliter l'accès aux sources d'information, surtout au niveau des institutions publiques, favoriser les relations presse publique et privée, ce sont entre autres des défis que compte relever le ministre. Les hommes de médias s'en réjouissent. Nous sommes très optimistes parce que, vous savez, il y a un certain clivage entre la presse privée et la presse publique qui ne devait pas exister. Beaucoup de gens au sein de la population pensent que la vraie information, c'est celle que la presse privée donne et vice-versa. Donc il est bon que ce clivage-là tombe et ça commence par des rencontres de ce genre-là. Cette rencontre sonne comme un nouveau départ dans les relations entre le ministère de la Communication et la presse guinéenne qui ont longtemps pris court. Je vous l'annonçais dans les titres, les greffiers de Guinée sont en grève depuis le 8 juin dernier. Une grève générale illimitée dans tout le pays. Cette grève a occasionné la paralysie dans les différents cours et tribunaux. Les meneurs de ce mot d'ordre de grève ont été suspendus par le ministre de la Justice à travers un arrêté. Les principaux concernés comptent attaquer la décision à la Cour suprême. Malgré tout, ils maintiennent le mot d'ordre de grève. Malik Sangana Kamara, Abakar Dine Kamara. C'est ce mercredi que l'arrêté de suspension a été signifié. Ces 5 greffiers suspendus par le ministre de la Justice pour, dit-on, faute lourde, contestent la procédure et établissent un lien entre la sanction et leur mouvement de grève. Cet arrêté de suspension est illégal, il ne respecte aucune procédure, ni même le droit du contradictoire du subordonné. C'est seulement un acte d'intimidation du ministre. Bon, la liaison que nous pouvons faire, c'est que tous les greffiers de la République de Guinée sont solidaires derrière nous pour suivre le mot d'ordre de grève que nous avons lancé depuis le 8 juin 2018. Donc, comme les greffiers observent ce mouvement, c'est ce lien que nous pouvons établir entre notre suspension et vraiment la grève. Déclenchée depuis le 8 juin dernier, cette grève des greffiers paralyse les audiences dans les tribunaux du pays. Pour ces grévistes, il faut obligatoirement la satisfaction de leur plateforme revendicative qui se résume à 4 points essentiels. Le premier point, le paiement des indemnités et primes de tous les greffiers en chef, des greffiers et des secrétaires de greffe. Le deuxième point, la mise en place de la commission administrative paritaire, qui est notre conseil de discipline pour éviter les sanctions administratives illégales, comme nous sommes sur l'objet aujourd'hui. Et le troisième point, c'est l'institution d'une formation professionnelle continue pour tous les greffiers. Et le dernier point, qui est le quatrième, c'est le reclassement effectif de tous les greffiers en chef et des greffiers qui ne sont pas reclassés dans la hiérarchie A de la fonction publique. La suspension des 5 membres du mouvement ne pourra faire échouer cette grève, martèle-t-il. S'ils pensent qu'en suspendant les 5 greffiers, représentants des greffiers, qui réussira à faire taire les greffiers, le mouvement des greffiers, ils se trompent. Et ils ne contribuent ici qu'à la radicalisation du mouvement, qu'à l'enlisement de la crise qui se trouve aujourd'hui au ministère de la Justice. Les greffiers sont déterminés à aller jusqu'au bout, mais jusqu'au bout. Pour les rétablir dans leurs droits, ils ont constitué leur défense pour annuler l'arrêté du ministre qui les suspend de leurs fonctions.